messieurs, au nom de tous les partenaires, je vous souhaite la bienvenue à cette 7e session de notre campagne de communication autour des programmes européens de recherche et innovation de 2021 à 2027. Cette session qui est animée par Didier Dubrana, responsable de l'information scientifique et communication au sein de l'INSERM, portera sur le volet santé des transitions sociétales. Comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions à travers notre chat et vous pourrez également visionner cette séance qui sera enregistrée sous forme de replay. Et finalement, je vous rappelle que tout se déroule dans le respect du protocole sanitaire. Maintenant, je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à tout à l'heure. Au revoir. Bonjour donc pour cette conférence consacrée au programme européen. Alors je démarrerai la séance par une première question. Quelles sont les grandes orientations stratégiques de l'Europe de la santé ? Depuis la création de l'Union européenne en 1993, l'espérance de vie des Européens a augmenté de 12 ans et la recherche et l'innovation ont joué un rôle crucial dans ce progrès. Mais l'Europe doit faire face à de nouveaux défis. Un défi de santé publique, comme nous pouvons le vivre actuellement avec la crise sanitaire, un défi sur la viabilité des systèmes de soins et de protection sociale, et un nouveau défi sur la compétitivité de notre industrie des soins de santé. Alors pour y répondre, l'Europe a défini des stratégies politiques telles que le socle européen des droits sociaux, le marché unique numérique, la directive relative aux soins de santé transfrontaliers et bien d'autres. Du coup, pour répondre à ces défis complexes, la Commission européenne souhaite renforcer, à travers ses programmes de financement, les collaborations multidisciplinaires, intersectorielles et transnationales. Elle veut renforcer son soutien à l'innovation et son développement et ainsi honorer ses engagements dans le cadre du programme Développement durable Horizon 2030. Alors, nous avons démarré ce cycle de conférences en avril dernier, qui est organisé, comme on vous disait, par l'ADI et la région Nouvelle-Aquitaine, qui souhaitent offrir une vision exhaustive de l'importance des programmes européens dans la recherche et l'innovation. Aujourd'hui, nous allons centrer nos débats et vos témoignages en visio et en présentiel sur la santé et plus particulièrement sur le programme Horizon Europe. Même si ce n'est pas le seul à financer les projets de santé, je pense par exemple au programme EU for Health, c'est-à-dire Europe pour la santé. Mais par visio, nous serons avec Madame Sophie Descamps, qui est point contact national santé, Monsieur Éric Boniface, qui est directeur et cofondateur Substrat Fondation, et Monsieur Mefta Grissi, qui est responsable de la R&D chez Compay Robotique. Sur le plateau, à ma droite, j'ai Joëlle Amédée, qui est directrice de recherche à l'INSERM, et à ma gauche, le professeur d'oncologie, M. Pierre Soubiran. Alors, les objectifs de cette session seront présenter le panorama des opportunités de financement sur la recherche et l'innovation dans le secteur de la santé, de comprendre les attendus de ces programmes et surtout de vous donner les clés et les conseils pour répondre à ces appels. Alors, nous allons démarrer cette première table ronde par la présentation des instruments de financement de santé avec Sophie Descamps. Sophie, nous vous écoutons. Bonjour et merci. Donc, je vais vous parler des différents types d'instruments qui existent au niveau européen et qui permettent de financer la santé. Et donc, ça va dépendre en fait de la maturité de votre projet. Et il est important de bien comprendre les objectifs et les attentes de chaque instrument pour avoir une adéquation maximum entre votre projet et l'appel et donc augmenter vos chances de réussite. Les taux de succès aux appels à projets européens varient en fonction de l'instrument et de l'appel à projet précis auquel vous répondez. Mais sachez qu'il est en moyenne de 12% au niveau européen et que le taux de succès global de la France sur le précédent programme cadre Horizon 2020 était situé entre 15 et 16%. Donc je ne sais pas si on peut avoir l'image, mais donc on a essayé de répartir les différents instruments qui permettent de financer la santé sur une échelle TRL.
Donc si on commence par le pilier 1, ce sont des appels à projets qui sont dits blancs, c'est-à-dire que le sujet d'étude est vraiment au choix du candidat. Les appels sont ouverts à toutes les thématiques. Donc le programme ERC permet de financer des projets de recherche très amont, qui soient risqués mais ambitieux et très innovants. Et ils sont principalement évalués sur l'excellence scientifique. On a des financements allant de 1,5 à 2,5 millions d'euros en fonction des appels. Et ensuite, il y a également le programme Marie Curie, qui lui va s'intéresser à valoriser la carrière des chercheurs et qui va permettre de financer soit des bourses individuelles pour des jeunes chercheurs pendant 2 ans, soit des réseaux de formation pour les doctorants. Donc ces programmes financent le salaire des personnels. Donc si vous êtes intéressé par plus d'informations sur ces instruments, je vous invite à assister au webinaire ERC qui aura lieu la semaine prochaine ou revoir celui qui était dédié au programme Marie Curie la semaine dernière. Sur le pilier 2, sur lequel je vais passer un peu plus de temps aujourd'hui, on a des instruments collaboratifs qui financent uniquement la thématique santé. Donc le premier instrument, ça va être le cluster santé, donc des projets de recherche fondamentale jusqu'à des essais cliniques de phase 1 en général. Le partenariat, dont le nom provisoire est pour le moment IHI pour Innovative Health Initiative, pour des projets avec des industriels. Le partenariat EDCTP, donc pour des essais cliniques en Afrique subsaharienne. Je vais y revenir plus en détail dans la suite de ma présentation. Et enfin, le pilier 3 concerne plus particulièrement l'innovation avec le IC Pathfinder qui va également financer des projets collaboratifs mais très amont avec des TRL de 2 à 4 pour développer des innovations de rupture avec une vision marché à 10 ans environ et qui permettront d'entraîner des changements de paradigme dans le domaine étudié. Donc ici, ce sont aussi des appels blancs principalement et il y a certains appels qui sont thématisés sur des sujets identifiés comme prioritaires par la Commission européenne. Donc ici, on a des projets autour de 3 millions d'euros. Et toujours dans le IC, on a l'instrument Accelerator qui soutient ici les startups ou PME à déployer des innovations sur le marché jusqu'à ce qu'elles atteignent en fait une phase de développement plus attractive pour les investissements privés. Ici, on est sur un type de financement soit subvention, soit mixte, pouvant aller de 2,5 jusqu'à 15 millions. Donc ici, si vous êtes intéressé par ces instruments, il y a eu un webinaire organisé le 27 avril dernier que je vous invite à aller voir. Et enfin, l'instrument que je vais également plus détailler aujourd'hui, c'est EIT Health, là qui finance plusieurs types de projets, donc notamment des projets collaboratifs pour la validation de nouveaux produits, mais également des programmes d'accompagnement de start-up et de PME. Donc à l'exception du programme ERC, l'ensemble de ces appels à projets est évidemment ouvert à tout type d'entités et en particulier aux start-up et PME qui occupent une place importante dans la politique de la Commission européenne et qui sont vraiment nécessaires à la plupart des projets, notamment pour avoir plus d'impact via l'exploitation des résultats, la mise sur le marché, etc. Donc, je vais maintenant vous parler donc, plus en détail de 4 instruments. Donc, le premier, c'est le cluster santé. Donc ici, l'objectif de la commission, c'est pas tellement de financer des projets pour la beauté de la science, mais vraiment pour atteindre des impacts très précis et répondre aux enjeux sociétaux et aux objectifs politiques de l'Union européenne. Donc, les objectifs principaux de l'ensemble des appels à projets, c'est d'améliorer la qualité de vie des citoyens et ou des patients, évidemment, de soutenir les systèmes de santé, améliorer leur durabilité. Et donc, ici, la Commission définit des thématiques très précises avec un certain nombre de domaines d'intervention. Et ça sera au choix du consortium de proposer un projet avec ses hypothèses scientifiques et sa méthodologie pour y répondre. Donc on a sur ce nouveau programme 2021-2022 un accent sur la prévention qu'on voyait moins dans le précédent programme H2020. Donc il y a pas mal de sujets sur la prévention, notamment, mais pas que. On est sur des projets assez gros puisqu'on a des budgets par projet qui peuvent aller de 7 à 10 millions pour des projets qui durent de 4 à 5 ans. Et il est important de retenir que, outre la qualité scientifique évidemment du projet proposé, qui fait partie d'un critère à part entière, il y a des attentes précises de la Commission sur un certain nombre de sujets transverses, comme l'open science, qui est un sujet très très important pour la Commission. Donc non seulement
obligation de publier les résultats en open access, mais également intégrer les pratiques d'open science dans la manière de conduire la recherche, faire participer les citoyens, etc. Un autre aspect qui est très important, c'est le genre, intégrer le genre dans le contenu de la recherche et également la parité dans le consortium, si possible. Et enfin, pour ceux qui étaient familiers avec les précédents programmes Horizon 2020, il y a également un focus qui a été fait sur l'impact. Ça sera vraiment très important de démontrer dans votre proposition quel sera l'impact de votre projet, comment vous contribuez à l'impact qui est attendu dans l'appel. Je vais maintenant passer au programme IHI. Donc IHI pour Innovative Health Initiative. C'est un partenariat entre la Commission européenne et les industriels pour encourager une innovation en santé qui soit intersectorielle et qui permette d'avoir une industrie de santé européenne plus compétitive. Pour ceux qui connaissaient, ça sera la suite du partenariat qui s'appelait IMI, Innovative Medicine Initiative. L'idée, c'est de favoriser le développement d'innovations qui soient sûres, efficaces et centrées sur le citoyen. Et donc, on va avoir ici des activités de R&D pré-compétitives, puisque plusieurs industriels vont s'allier pour ces projets-là, qui permettront de renforcer la compétitivité et le leadership industriel européen. Concrètement, les appels à projets seront à l'initiative d'un consortium d'industriels, évidemment qui sera validé en accord avec un agenda stratégique préétabli que les États membres et la Commission européenne auront validé. Mais donc ce sont les industriels qui vont décrire leurs besoins et ensuite un consortium d'académiques et de PME devront répondre à la demande en fait. Un seul projet est sélectionné et sera ensuite réuni avec les industriels à l'origine de l'appel pour former un projet complet. Donc, par rapport au précédent partenariat, ici, on a les thématiques qui seront élargies à la santé en général et pas seulement centrées sur le développement de médicaments, avec toujours la participation des industriels pharmaceutiques, mais également ceux du dispositif médical, de la santé numérique, du diagnostic, de l'imagerie ou encore des biotechnologies. Donc, ce partenariat est toujours en cours d'élaboration, de négociation, donc on n'a pas de thématiques précises et d'informations très précises, mais si on se base sur le précédent programme, on avait des budgets qui pouvaient aller jusqu'à 20 millions par projet et on est toujours sur des durées de 4 à 5 ans. Le troisième troisième instrument duquel je voulais vous parler, c'est le programme EDCTP. Donc l'EDCTP, c'est un partenariat entre la Commission européenne et les États membres européens et certains pays d'Afrique pour contribuer à réduire le fardeau des maladies infectieuses en Afrique subsaharienne de manière très précise et améliorer le contrôle des maladies infectieuses réémergentes. Donc l'idée des appels à projets de cet instrument, ça va être vraiment de promouvoir le développement et l'adoption de nouvelles interventions en finançant principalement la conduite d'essais cliniques en Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est vraiment le focus de ces appels à projets, que ce soit pour prévenir, détecter, traiter les maladies prioritaires. Donc les maladies prioritaires, ce sont les maladies liées à la pauvreté. Il y a une liste très précise de maladies éligibles. Et il y aura également des appels pour renforcer les capacités en recherche et développement pour la préparation et la réponse aux maladies infectieuses en Afrique subsaharienne et globalement. Sur cet instrument, on est dans des appels à projets de 4 à 6 millions d'euros pour une durée de 3 à 5 ans. Et le dernier appel à projet le dernier instrument dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le EIT Health. Donc, EIT, c'est l'Institut européen de l'innovation et de technologie, qui a été créé en 2008 pour renforcer la capacité d'innovation en Europe, sur le constat que on savait bien faire de la recherche en Europe, mais moins la traduire en innovation et aller sur le marché. Et donc, cet institut européen a créé en fait des communautés sur diverses thématiques, dont une sur la santé, donc EIT Health, dont l'objectif global est de promouvoir une meilleure santé des citoyens,
de renforcer les systèmes de santé et de contribuer à une économie de santé durable en Europe. On reste sur des thématiques similaires, on va dire, mais ici, donc, il y a plusieurs types de projets qui vont être financés et on est sur des TRL plus élevés au départ. Donc on a des projets innovation qui vont financer le développement de produits ou de services qui vont générer des revenus ou des économies pour le système de santé lorsqu'ils seront mis sur le marché. Donc le début du projet doit commencer avec TRL 4, une preuve de concept, et le projet en général consiste en la validation du produit, l'étude du business model, etc. Avec pour objectif une mise sur le marché 3 ans après la fin du projet. Donc les appels à projets sont blancs, la thématique est libre, vous devez seulement répondre à des focus area, c'est le petit nom, qui sont assez larges comme utilisation des données de santé, améliorer la prise en charge à la maison, etc. Donc il y en a 6. Et c'est assez ouvert. Donc ici, on est sur des budgets qui sont de 2,5 millions par projet sur 3 ans. Mais dans EITL, il y a plusieurs autres types de projets. On a aussi un appel à projet qui s'intéresse aux individus, donc entrepreneurs ou chercheurs ou petites équipes. Donc cet appel s'appelle Wildcard. L'idée, c'est de venir avec une solution aux défis proposés. Donc par exemple, l'année dernière, c'était résistance antimicrobienne ou un sujet sur la vision. Et donc, vous vous présentez avec une solution ou une expertise qui permettra de développer la solution. Et en fait, c'est un programme d'incubation de 9 mois au total pour développer et valider un business model. Et EITL finance sous forme de Grant for Option la création de 2 à 3 startups. Il y a également des programmes d'incubation en fonction du stade de développement de votre PME, suivant que vous en êtes au développement de l'idée ou à la recherche d'investissement, qui permettent de vous accompagner, d'améliorer vos pitchs, de rencontrer des investisseurs, de découvrir des marchés à l'étranger, etc. Et enfin, il y a également un programme de type éducation, où là, on va développer des formations, que ce soit pour les professionnels de santé, pour les entrepreneurs ou pour les citoyens, pour améliorer les forces humaines dans le domaine de santé et répondre aux défis. Voilà, donc j'ai passé les 4 appels, j'étais un peu vite, je pense. On a peut-être le temps pour la discussion. Bien, merci Sophie pour cette présentation extrêmement complète et intéressante. Et bien justement, puisqu'on a un peu de temps, je voulais me retourner vers nos témoins en visio ou en présentiel. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à la présentation de Sophie Descamps sur ces programmes européens? Non? Alors on va enchaîner directement sur une question à Éric Boniface. Bonjour Éric. Bonjour. Je voulais vous poser une question sur... Pouvez-vous nous faire partager un retour d'expérience par rapport à ces programmes européens et comment vous l'avez vécu, vous? Avec plaisir. Donc moi, le programme sur lequel je travaille depuis 2018, c'est un projet IMI, comme vient de l'expliquer brièvement Madame Descamps, qui va devenir IHI. Programme sur appel à projet extrêmement précis, co-rédigé par les industriels et la branche de l'Union européenne qui forme ce partenariat IMI. C'est un appel à projet qui est sorti, je crois, en mars 2018, avec une date de limite de réponse en juin 2018 pour cette première phase. Donc la première phase, c'est la phase ouverte, où n'importe qui peut monter un consortium avec différentes organisations, écrire sa réponse et la soumettre. Et puis ensuite, le projet unique sélectionné est ensuite réuni avec le consortium d'industriels qui avait participé à l'élaboration de l'appel à projet, donc qui souhaitent trouver un consortium qui propose une solution qui lui semble pertinente pour former un projet complet qui est ensuite validé par l'IMI, par H2020, et puis qui peut démarrer. Je cite les dates juste pour donner un ordre d'idée, qui est que nous, on a donc livré notre réponse de la première phase en juin 2018, et on a gagné, et on a démarré notre projet plus d'1 an après l'appel à projet, puisqu'on a démarré en juin 2019.
Donc, dans ce petit retour d'expérience, c'est qu'il faut aussi se préparer à des temps de cycle qui sont longs. C'est des gros projets, comme le disait Madame Descamps, c'est en millions d'euros. Nous, sur notre consortium, il y a un financement de 8 millions d'euros qui vient financer 7 partenaires. Les industriels qui se réunissent avec le consortium candidat, eux, autofinancent leur participation. Et donc voilà, il faut prévoir du temps dédié, des temps de cycle assez longs. Je crois que les contraintes qui sont imposées doivent être à peu près les mêmes dans tous les projets H2020, donc des organisations de au moins 3 pays de l'Union européenne dans le consortium, des PME et des universitaires. Il peut aussi y avoir des grandes organisations, mais elles sont généralement pas financées à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires, je crois. Et dans ces projets EMI, moi, ce que j'ai pu constater, enfin sur celui qu'on fait, parce que je n'ai expérience que d'un seul, c'est l'importance dans la candidature de proposer un consortium qui réunit absolument toutes les compétences nécessaires. Il ne peut pas y avoir de trous dans la raquette. On ne peut pas dire on couvre 90% du spectre de ce qui est demandé, et puis les 10% restants, on va les apprendre sur le tas parce que le projet va durer 3 ans, plus 1 an de préparation, etc. C'est pas possible. Et donc, au moment de la réunion avec le consortium d'industriels qui a travaillé sur l'appel à projet qui est très précis, comme je le disais, il y a une discussion qui peut être très sérieuse sur le fait que on peut avoir gagné la phase 1, mais avoir un petit trou dans la raquette, et dans ce cas, ça peut mettre en péril cette deuxième phase qui n'est pas forcément automatique. Et ça peut amener à devoir retravailler le consortium, aller chercher d'autres partenaires qui savent faire autre chose, qui manquent. Et donc, dans ces cas-là, retravailler tous les budgets qu'on avait prévus, toutes les tâches qu'on avait prévues. Donc, ça peut vite être assez difficile. C'est très exigeant de ce point de vue-là. Ok, merci. Joël Abédé, vous avez sur le cluster santé, vous pouvez également réagir, vos attendus de cet appel. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Alors, peut-être pour compléter la remarque de Éric Boniface, donc moi je suis chercheur à l'INSERM et je travaille dans un domaine qui est la réparation tissulaire, donc ça touche effectivement toute une population qui est vieillissante, effectivement, donc qui permet de pallier à toutes les limites des technologies qui sont actuellement développées. Alors, ces programmes européens a permis et permet à des chercheurs comme nous de réunir un consortium qui présente toutes les compétences et l'expertise nécessaires au développement d'une recherche qui est pluridisciplinaire, translationnelle, en partenariat avec des laboratoires académiques, mais aussi des laboratoires industriels qui apportent leur expertise sur des biotechnologies spécifiques. Et donc, ces programmes européens, donc dans notre cas, c'est un programme qui répond dans le cadre de l'appel RIA, dans le domaine de la santé, permettra et nous permet de réunir ces compétences pluridisciplinaires et de ne pas avoir ces trous dans la raquette qui peuvent entraîner effectivement un échec total dans le cadre de ces programmes européens, mais de réunir toutes ces compétences pour développer une recherche translationnelle d'un biomatériau, par exemple, jusqu'à la partie clinique et donc jusqu'à l'application clinique chez les patients. Donc ça, ces programmes européens sont aussi un impact important pour réunir toutes ces compétences, toutes ces expertises et essayer de développer, de par l'expertise de ce partenariat, des biotechnologies innovantes qui répondent à une véritable problématique clinique et qui répondent à un besoin clinique par rapport à une population vieillissante. Donc c'est vraiment de la recherche à l'application clinique et mettre en avant l'innovation dans le domaine des biotechnologies appliquées à la médecine, par exemple, médecine réparatrice, puisque ça concerne mes activités de recherche. Donc, effectivement, un trou dans la raquette, ça ne pardonne pas. Notre équipe, avec d'autres membres du consortium, ont essayé de déposer des projets similaires. S'il y a un trou dans la raquette parce qu'il y a deux
compétences, 2 expertises qui sont présentes alors qu'il en manque une, effectivement, ça peut entraîner un échec à l'appel à projet. Et donc, respecter effectivement cette compétence, cette complémentarité et surtout garder les aspects d'innovation en termes de biotechnologie pour essayer d'être meilleur que le programme européen qui, j'allais dire nos collègues qui peuvent déposer d'autres programmes et qui n'ont pas cet aspect complémentarité et innovation. Merci. Alors, juste, Sophie Decamp, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ces 2 premiers témoignages sur les programmes? Oui, tout à fait. Alors, je me rends compte que j'ai pas précisé une règle élémentaire qui est la règle d'éligibilité des projets. Donc, en effet, ça a été mentionné, il faut avoir un consortium à minima de 3 partenaires de 3 pays membres ou associés de l'Union européenne. Alors effectivement, 3, c'est vraiment le minimum. Et ensuite, comme ça a été très bien souligné dans les 2 témoignages, l'objectif pour les projets collaboratifs, c'est de réunir un consortium avec toutes les expertises nécessaires pour atteindre les objectifs du projet. La question qui revient souvent, c'est combien je dois mettre de partenaires dans mon projet. Il n'y a pas de bons chiffres préétablis en fonction de certains appels. Ça va être vraiment, comme ça a été dit, toutes les expertises nécessaires pour les objectifs du projet. Et c'est comme ça qu'on peut voir sur un même appel à projet des consortiums répondre avec 6 partenaires et un consortium en face répondre avec 12 partenaires. Et les 2 auront répondu à toutes les attentes. Mais comme le choix du sujet, la thématique, les objectifs sont libres, un projet nécessitera 6 partenaires, un autre 12. Donc ça, c'est vraiment très important. Et je suis ravie que les 2 témoignages aient souligné cet aspect-là sur les partenaires. Ok, merci, mais on ne va pas vous lâcher comme ça puisqu'on vous a. Là, on parle d'Horizon Europe, mais y a-t-il une évolution par rapport à H2020 ou dans Horizon Europe? Alors ça dépend des programmes sur lesquels on discute, mais là, pour les 4 que j'ai présentés, on est vraiment, comme la Commission aime à le dire, sur une évolution et pas sur une révolution. Donc les grands objectifs sont quand même gardés. Par exemple, pour ceux qui connaissaient le défi santé dans Horizon 2020, on passe maintenant sur le cluster santé que je vous ai présenté dans Horizon Europe. Globalement, ça va être les mêmes types de projets, les mêmes objectifs. On reste sur des évaluations similaires, c'est-à-dire les projets sont évalués sur excellence scientifique, impact et mise en œuvre. Le changement, je dirais, sur ce programme, c'est quand même vraiment, je l'ai mentionné rapidement, le focus qui a été mis sur l'impact. Les appels à projets sont rédigés de manière un peu différente, c'est-à-dire que cette fois-ci, la Commission a indiqué ce qui s'appelle les expected outcomes au tout début de l'appel, avant même de décrire le périmètre de l'appel, c'est quels sont les outcomes auxquels les projets financés devront contribuer. Et donc ça, c'est très important. Et du coup, ça se traduit dans le critère impact. Vous devez décrire de manière très précise ce qu'ils appellent le chemin vers l'impact, donc avec des indicateurs chiffrés, en quoi votre projet, les résultats de votre projet permettront d'atteindre ces outcomes. Ça, je dirais que c'est la principale différence, même si l'impact était déjà présent dans H2020, mais voilà, il y a vraiment ce focus. Et je l'ai mentionné aussi, la différence avec l'open science. On était sur un pilote dans la fin de H2020. Là, c'est vraiment obligatoire de publier en open access, d'intégrer, il y a un critère en fait dans l'excellence qui a été ajouté, un sous-critère qui va être regardé précisément sur est-ce que vous intégrez des pratiques d'open science dans la méthodologie de votre projet scientifique. Ce n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est aussi très important. Alors, les pratiques d'open science, ça peut être très divers. Hein. Il y a toute une liste qui est suggérée par la Commission. C'est vraiment à votre choix et en fonction du sujet, est-ce que c'est pertinent aussi ou pas dans votre projet. Mais ça, c'est une différence aussi pour le cluster santé principalement. Sur les autres programmes, IHI, j'ai dit, hein, on était uniquement sur l'industrie pharmaceutique et on s'étend à tout le domaine de la santé. Et pour le programme DCTP, on reste sur un partenariat pour financer des essais cliniques en Afrique subsaharienne, mais on s'étend un peu plus
le domaine des pathologies. On était uniquement sur des maladies infectieuses. Là, maintenant, le partenariat, il s'appelle très exactement EU Africa Global Health. Donc, on va un peu étendre la santé globale. Mais les objectifs et le type de projet devraient rester les mêmes. Ok, merci Sophie. Alors, nous allons passer, comme nous sommes sur le net, nous allons passer aux questions du chat, si vous en avez. Allez-y. Ça va arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Bonjour, il y a quelques questions sur le chat. La première, je pense, s'adresse à Sophie Descamps. Le Pathfinder Open étant fermé et celui sur la thématique santé étant très spécifique, y a-t-il un programme type Pathfinder Santé plus ouvert avec un TRL bas pour la partie R&D? Oui, c'est une question très spécifique. Alors, le Pathfinder est fermé pour 2021, mais c'est un appel qui va être ouvert tous les ans. Donc, il y en aura, on n'a pas les dates, mais il y en aura un en 2022. Donc, voilà, ça peut peut-être vous permettre d'avoir le temps de préparer votre projet. Mais sinon, voilà, il y a pas, soit il y a le Pathfinder en thématique libre, mais orienté sur des technos amont risqués, soit le cluster santé, où là, c'est vrai qu'on est quand même plus aval, il faut des données préliminaires, c'est une validation, il faut un impact sur le citoyen, la mise en place de nouvelles interventions ou de nouveaux traitements. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais c'est la difficulté du cluster santé, c'est que votre projet doit correspondre aux attentes. En fait, il ne faut pas essayer de faire rentrer à tout prix votre projet si ça ne correspond pas à ce qui est demandé par la Commission. Merci. Justement, il y a des questions complémentaires. On demande qu'est-ce que Pathfinder et TRL, si vous pouviez définir ces abréviations. Alors, Pathfinder, c'est le nom de l'instrument que la Commission a choisi. Donc, il y a ici Pathfinder, donc éclaireur, on traduit en français. Et TRL, donc, alors je ne suis pas experte, mais ça veut dire Technology Readiness Level. En gros, c'est la maturité, le stade de développement de votre projet. Donc TRL 1, on est vraiment dans la recherche fondamentale. TRL 4, de mémoire, ça doit être la preuve de concept. Et jusqu'à TRL 10, c'est la mise sur le marché avec les différentes étapes qu'il y a entre ces trois grandes étapes. Merci. Autre question. Vous avez évoqué un axe éducation dans UT Health. Pouvez-vous détailler un peu comment accéder concrètement au contenu de cet axe? Oui, alors je n'ai pas précisé, mais EHL, c'est un partenariat un peu fermé, c'est-à-dire qu'il faut cotiser et être membre d'EIT pour pouvoir accéder aux appels à projets. Ceci étant dit, ça reste ouvert à des partenaires dits externes. Vous avez une limite de financement plus basse si jamais vous ne faites pas partie des membres, mais vous pouvez toujours participer pour les programmes de type éducation. Donc, pour avoir le texte précis de l'appel à projet, il faut contacter un des membres ou l'EIT directement. Ce n'est pas publié de manière publique. Et les programmes, sinon, de type éducation sont vraiment très larges. En fait, vous choisissez le format que vous voulez. Vous pouvez faire des summer school, par exemple, des formations de 1 semaine, 2 semaines pour... on a eu par exemple des formations sur la nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux, par exemple, dédiés aux professionnels de santé. C'est vraiment très large. Enfin, il y a certains critères à respecter, mais c'est très large et très ouvert. Merci. Je pense que c'est une question plus pour nos témoins. Et une fois le projet financé, comment arrivez-vous à bien collaborer entre partenaires des différents secteurs pour atteindre les objectifs fixés? Qui veut répondre? Ou en visio, qui veut répondre? Vous avez bien entendu? Ah ouais, je veux bien faire un premier élément de réponse et puis laisser les autres intervenants peut-être compléter. Donc c'est vrai que c'est un
plusieurs années avec des acteurs de différents pays, donc différentes cultures, sur des montants qui sont significatifs. En l'occurrence, les montants et la durée du projet permettent aussi d'avoir une partie gestion de projet assez musclée, en tout cas dans le projet que moi je mène, avec un certain nombre de personnes qui y passent beaucoup de temps, et donc les aspects budgétaires, découpage des tâches sont quand même très cadrés. L'IMI l'exige aussi, hein, avec des exigences de rapport périodiques qui sont non seulement sous-projet par sous-projet, work package par work package dans le vocabulaire européen, mais aussi tâche par tâche, et livrable par livrable, et jalon par jalon. Donc il y a aussi un cadre qui est fourni pour aider à respecter ça. Cela étant, nous, on a pu vivre plusieurs crises budgétaires, si je peux appeler ça comme ça, avec certains partenaires, qui, par exemple, ont dépensé beaucoup plus que ce qui était prévu au moment du montage du projet sur un certain volet du projet. Et c'était pas spécialement leur faute, c'est-à-dire que estimer le temps de travail nécessaire pour bâtir certaines briques techniques ou quoi peut être très difficile, vous le savez tous, j'imagine. Et donc, on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau au bout d'un an en disant, en fait, on a dépensé 2 ans de budget qui était prévu là-dessus. Comment on fait? Ça peut obliger à avoir des discussions, tous les partenaires ensemble, en disant comment on dégage du financement pour refinancer la suite pour un tel, parce que ce qu'ils font est quand même très important, etc. Et donc, qui va mettre la main à la poche? Est-ce qu'on peut enlever un peu de budget sur certaines choses où on est allé un peu plus vite, où on pense que c'est un peu moins important, etc. Donc on se retrouve avec vraiment ces discussions qu'on peut retrouver dans plein de domaines de la vie professionnelle, politique ou autre, qui sont comment on répartit et on re-répartit les financements et les ambitions à différents moments. Je peux dire un petit commentaire peut-être? Oui. Je pense que choisir son consortium, c'est l'essentiel. On réussit bien un consortium quand on choisit des gens avec qui on aime travailler, qui ont les mêmes objectifs, qui ont la même envie d'aboutir, etc., etc. Donc je pense que c'est une question qui est générale, qui n'est pas spécifique aux projets européens, mais qui est très sensible dans les projets européens, du fait de leur importance probablement. Et j'ai toujours appris, moi, que pour bien travailler ensemble, il fallait des gens qui s'apprécient, qui se respectent. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est un peu des réseaux d'amis quelque part. Et à partir de là, quand on sait qu'on va tous dans la même direction, je pense que tout peut marcher. Donc la difficulté, elle est pour moi initiale. C'est-à-dire bien choisir, d'avoir les compétences avec un groupe de personnes qu'on connaît, avec qui on a l'habitude de travailler et qui ont envie de travailler ensemble. Merci. Il reste... Je complète juste... Oui, pardon. Oui, je complète juste un petit peu ce qui a été dit. Effectivement, c'est vrai que pour choisir un consortium, c'est vrai que dans notre cas, en fait, la plupart du temps, on se base sur la complémentarité. C'est-à-dire qu'on bâtit un projet, donc en fait, et on donne essentiellement le rôle de chaque partenaire. C'est comme ça qu'on définit, qu'on choisit nos partenaires. Effectivement, c'est des partenaires avec qui nous travaillons souvent, mais essentiellement, la complémentarité est essentielle dans le choix, je dirais, de ces partenaires au début du projet. Merci. Oui, Sophie, il y a d'autres questions au chat? Oui, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus et présenter les destinations du cluster santé? Ah, ça, c'est une question pour Sophie Descamps. Oui, alors les destinations, je peux aller dans le détail, mais en fait, je vous l'ai dit, ça répond, les appels à projets de la Commission répondent à des objectifs politiques qui sont déclinés dans la planification stratégique et qui a en fait défini un certain nombre de grands objectifs à atteindre, donc 6 pour la santé, et qui se retrouvent sous forme de destination dans le programme de travail du cluster santé 2021-2022. Donc destination égale priorité en fait. Donc en termes de destination, alors je les ai pas sous les yeux là, mais on a la première qui s'intéresse à la santé tout au long de la vie, et c'est notamment dans cette destination qu'on va avoir pas mal d'appels centrés sur la prévention, hein, comment mieux prévenir les maladies, notamment on a des sujets sur la santé mentale, sur l'obésité,
sur les facteurs d'inflammation chronique, etc. Il y a une deuxième destination qui est sur l'étude des facteurs environnementaux et de leur impact sur la santé. Donc là, on a des choses assez nouvelles par rapport à H2020, où on s'intéresse par exemple à l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé, à la qualité de l'air intérieur, avec le constat que la qualité de l'air extérieur a beaucoup été étudiée, et également des sujets plus médico-économiques sur le coût et ou le bénéfice de l'action et de l'inaction face au changement climatique ou aux stress environnementaux, par exemple. Ensuite, il y a une destination 3 qui est sur lutter contre les maladies et réduire leur fardeau. Donc là, on s'intéresse aux maladies infectieuses, aux maladies non transmissibles, aux maladies rares également. Donc ça va être des choses comme des sujets sur mieux comprendre la réponse de l'hôte à un virus, par exemple, sujet d'actualité. Sur les maladies non transmissibles, on a un appel ciblé sur les maladies rares, par exemple. Les sujets m'échappent, on a des sujets sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple dans la prédiction du risque ou de la progression des maladies chroniques. Donc voilà, des appels de ce type-là. Une destination 4 qui est plus ciblée sur les systèmes de santé, comment améliorer les systèmes de santé, notamment en utilisant les data par exemple, améliorer la sécurité des patients dans le parcours de soins. La destination 5, ça va être sur les outils et technologies au service de la santé. Il y a des sujets sur les nouvelles advanced therapy, utilisation de l'ARN, des outils d'édition du génome, la stratification de patients aidée par l'informatique, le design d'implants intelligents, connectés, par exemple. Et enfin, la dernière destination, c'est la destination 6, là, qui s'intéresse plus à l'industrie, à maintenir une compétitivité industrielle européenne importante, avec des choses très diverses comme ce qu'ils ont appelé les green pharmaceuticals, comment développer des produits plus verts ou intégrer des procédés plus respectueux de l'environnement dans la fabrication des médicaments, ou encore des choses totalement différentes comme étudier les modèles de remboursement, par exemple. Donc voilà, ce sont les 6 destinations pour 2021 et 2022. Ok, merci Sophie. Bon, plein de questions. Je vous remercie. On va passer à la deuxième partie de ce débat et conférence avec une question. Qu'est-ce qui vous a fait aller à l'Europe? Alors, je me tourne vers Pierre Saubéran, qui, je rappelle, professeur d'oncologie à l'Université de Bordeaux, mais qui est également coordinateur du programme Géronte pour la France. Donc, Pierre, qu'est-ce qui vous a fait aller à l'Europe? C'est un vaste sujet, c'est une vaste question. En fait, faut partir du problème qui était posé par la Commission européenne, qui était la prise en charge des patients âgés multimorbides. Multimorbides, c'est des patients qui ont au moins 2 maladies simultanées. Et le constat, les appels d'offres sont souvent très courts en fait, très courts, mais tous les mots comptent. Le constat, c'est qu'on a des prises en charge qui sont centrées sur une maladie, avec des spécialistes d'une maladie, et pas avec des spécialistes de toutes les maladies à la fois. Et donc, il faut faire quelque chose pour changer ces prises en charge et pour avoir une vision plus globale du patient. Et effectivement, changer ça, c'est un changement organisationnel qui est majeur, qui dépend bien sûr de la volonté des médecins et des patients, mais pas que. Il faut aussi que les systèmes de santé soient adaptés. Et donc, si on voulait faire ce type d'études à un niveau français, on résout le problème français et on ne résout pas le problème européen. Chaque système de santé au niveau européen est différent et il y a beaucoup de systèmes avec beaucoup de points de force, de faiblesse, etc. C'est d'ailleurs très intéressant de les étudier. Et donc, la seule réelle solution, si on veut faire avancer les choses, c'est de faire avancer tous les pays ensemble pour que ça ait un réel impact. Et donc, voilà, c'est déjà un premier point très fort qui fait qu'on a besoin de travailler tous ensemble. Le deuxième point très fort, c'est que on a parlé de complémentarité, pour faire un bon projet européen, il faut... c'est un des côtés que j'aime bien dans les projets européens, c'est qu'on construit le projet de A à Z. On le conçoit sur la base des questions qu'on pose,
mais on va aller jusqu'à se dire, mais finalement, quel va être l'impact pour la société, quelles sont les considérations de coût, si ça marche, etc., etc. Un exercice auquel on n'est pas très, très habitué, qui est assez poussé au niveau des projets européens, et qui est quelque chose, je trouve, de lourd, quand même, il faut le dire, il faut passer du temps, mais qui est en même temps très satisfaisant. Donc on avait poussé un peu ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour nous, il fallait des compétences en organisation des systèmes de santé européens. Et donc, je les ai trouvés en Irlande, avec un habitué des projets européens qui connaît très bien les systèmes de santé, qui a un abord de l'étude de chaque système de santé, qui doit aboutir à des propositions pour chacun des pays européens sur la façon d'adapter son système de santé pour qu'il soit compatible avec ce qu'on propose. Il faut des économistes de la santé. Là, je suis allé les chercher en Italie, avec des gens dont je sais, parce que je les connais depuis longtemps, qui sont intéressés par la question des patients âgés. Tout le monde n'est pas forcément intéressé par ces questions-là. Et donc, ils nous apportent aussi énormément. Il me fallait des gériatres, mais pas que des gériatres français. On est assez bien doté en gériatres en France. Les gériatres diront qu'ils sont pas assez nombreux, et ils ont raison. Mais il y a d'autres pays où c'est encore très différent. L'Espagne est très différente, par exemple. On a besoin des compétences dans des écosystèmes qui sont différents pour justement avoir une vision un peu plus globale. Et ainsi de suite. Et donc l'Europe offre ça. Et c'est la construction du consortium qui fait la qualité du projet à terme, je pense. Bon, après, là, c'est un système de changement de l'organisation des soins. Si on veut démontrer que c'est efficace, si on veut démontrer tous les impacts, etc., c'est coûteux. Hein, et la communauté européenne est capable d'offrir la capacité de faire des projets qui vont de A à Z, encore une fois, et avec les moyens. Et ça, je pense que c'est un élément qui est également très important. Parce que si j'ai bien compris, dans ce projet-là, vous êtes gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous n'auriez pas pu faire vos recherches sans cette dimension européenne avec l'ensemble des spécialistes, et en plus, vous avez un financement, donc c'est quand même... Oui, tout à fait. C'est juste ce qu'il nous fallait. Après, il faut, on en parlait tout à l'heure, il y a un côté opportuniste, forcément. C'est là où des personnes comme Sophie Descamps nous aident énormément, parce qu'elle sait un petit peu où ça va bouger, et petit à petit, ou d'autres localement qui m'ont aidé à identifier des projets. On se pose des questions, c'est notre thématique de recherche, et il faut arriver à se placer au bon endroit au bon moment. On ne peut pas partir de zéro sur un projet, sur un appel d'offres européen. Les délais, on l'a dit tout à l'heure, c'est Eric qui l'a dit, les délais sont courts pour construire, et c'est quand même très lourd à faire. Donc il faut avoir un petit peu, il faut être prêt à rentrer dedans. Et là, moi, il y a eu un appel d'offres qui n'était pas du tout cancer, alors que moi je suis cancer, mais qui était un appel d'offres sur les patients multimorbides, et dans lequel on s'adaptait juste parfaitement. C'est juste ce que j'avais envie de faire, et on va dire que j'étais prêt, et on a pu démarrer assez vite. Mais on l'a anticipé avant la publication de l'appel d'offres, parce qu'on a commencé à réfléchir dessus. D'accord. Merci Pierre. Alors juste une autre question sur l'impact de ces programmes sur vos recherches. Et puis je voulais poser la question à Meftah Grissi. Comment cela fait progresser sa technologie dans ces programmes européens? Oui, exact. Effectivement, nous, je présente juste rapidement donc Compai. Compai, c'est une start-up de Robosoft qui était leader européen dans la robotique de service jusqu'en 2017, et maintenant qui s'est transformé une partie à Toulouse, qui s'appelle aujourd'hui EasyMile, avec l'activité transport automatique de personnes, et Compai Robotics pour l'activité santé avec le robot Compai. Donc ce petit robot Compai qui est né de fonds européens en 2010 sur un projet AL a pu évoluer, je dirais, dans le temps à travers des projets FP7, des projets H2020, etc. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on continue à le faire évoluer, et donc vraiment, effectivement, donc ce produit qui est aujourd'hui proposé sur le marché depuis début 2020 et qui est unique en Europe. Hein, je vois, enfin, le robot Compai que nous avons fait, il est unique en Europe parce que il propose des solutions, je dirais, pour l'assistance à la personne qui sont uniques, comme par exemple l'assistance à la marche à travers une barre
une barre d'assistance qui est déposée et qui est proposée uniquement par ce robot-là. Donc ce robot continue à évoluer merci au fonds européen. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes sur un projet H2020 qui a démarré en 2019 et qui est je dirais, un large projet. Enfin, c'est un projet de 20 millions d'euros je dirais, de budget avec 36 partenaires. Et l'objectif de ce projet étant de proposer une plateforme européenne avec des solutions technologiques pour faire de l'assistance à la personne et pour je dirais, garder essentiellement les gens, par exemple, le plus longtemps chez eux et dans de bonnes conditions. Compagne, par exemple, dans ce projet. C'est ces financements européens qui vous permettent d'évoluer dans votre entreprise et de faire évoluer la technologie et avancer. Exactement. Et donc, en fait, voilà, dans le cadre de ce projet-là, si vous voulez, nous, on fait évoluer, on continue à faire évoluer notre robot Compagne pour proposer des solutions technologiques qui vont être expérimentées un petit peu dans plusieurs pays européens. Et je vous cache pas, je reviens un petit peu parce que c'est vrai que nous, ce robot, il est né de fonds européens, il continue à évoluer merci aux fonds européens, je ne le cache pas. Et par exemple, je reviens un petit peu à ce qui a été exposé tout à l'heure, IET Health, UIC Accélérateur. Voilà, nous avons. Enfin, je reviens juste. Donc, en fait, auparavant, si vous voulez, sur les projets européens, il suffisait d'en déposer pour gagner. Aujourd'hui, la compétition, je dirais, d'une année à une autre, de plus en plus rude. On a par exemple déposé un projet pour UIC Accélérateur en 2020 pour faire évoluer ce robot-là vers le domicile. Parce qu'aujourd'hui, il est commercialisé simplement dans les EHPAD et on voulait le faire, je dirais, évoluer pour le domicile. Et ce projet, on a été jusqu'à, je dirais, l'oral. C'est-à-dire, on a été sélectionné parmi les 1,5% dans le IC Accélérateur qui, malheureusement, nous avons échoué à l'oral. Et donc, c'est vrai que mon message aujourd'hui que je passe serait si, par exemple, si la région peut aider des entreprises comme nous je dirais, à maximiser, je dirais, la réussite, parce que en fait, le projet, il a eu un seal of excellence. C'est-à-dire que c'est exactement l'objet de ces conférences et de cette série d'ateliers. En fait, voilà, exactement. Donc le projet a eu un seal of excellence, c'est-à-dire que il est incontournable. C'est un projet excellent. Il n'a pas eu les finances parce que c'est un problème de budget. Ils en ont peut-être que si on est assisté par des professionnels qui connaissent bien les mécanismes, je dirais, de ces projets européens, on aurait peut-être passé cette étape-là et aller un peu plus loin dans nos évolutions. Continuer dans ce débat. Je vais revenir sur les consortiums et parce que je pense que c'est important, c'est crucial dans le domaine, et redemander à Éric Boniface comment il a établi le dialogue au départ entre les différents partenaires et pour avoir discuté un peu en amont avec lui, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas et s'il pouvait donner quelques petites astuces clés pour pouvoir céder ce dialogue. Voilà. Oui, alors je vais vous expliquer un petit peu comment on a procédé. Je suis pas sûr que ce soit la méthode recommandée. Je ne sais pas, donc je suis curieux aussi de savoir comment les autres ont fait pour monter un consortium. Donc nous, en fait, on était 2 organisations pour démarrer. Une start-up qui s'appelle Hawkin et puis nous-mêmes, on se connaît très bien et on cherchait à monter un peu un projet sur le thème de l'appel à projet IAMI qui est sorti. Donc on était très contents, mais on a très vite vu qu'il allait nous manquer effectivement des compétences spécialisées. Et puis, il y a cette règle d'acteurs dans 3 pays de l'Union, de mélanger PME, université, etc. Donc, il fallait trouver d'autres acteurs. Et en fait, on a fait quelque chose qui est très, très basique, qui est vraiment de faire des recherches sur Internet, sur Google, en disant, il nous faudrait quelqu'un qui est très, très fort en infrastructure informatique sur telle technologie.
un autre pays parce qu'il nous faut 3 pays, donc on va dire l'Allemagne. Et puis on a regardé en Allemagne quelles étaient les PME qui savaient faire ça, et puis on leur a écrit des mails en disant dans le titre, on vous propose 500 000 € de budget pour un projet, est-ce que ça vous intéresse, pour que l'email soit accrocheur, pour ensuite pouvoir échanger au téléphone et puis voir si ça correspondait à ce qu'ils savaient faire, etc., etc. Donc on a fait ça pour des universités, pour des PME, etc. Et on a navigué comme ça, en étant aussi renvoyé d'organisation en organisation jusqu'à trouver les bonnes. Alors, pour rejoindre ce que je disais dans une intervention de tout à l'heure, c'est que une fois le consortium assemblé pour la phase 1 de l'appel à projet, sur ces appels en 2 phases IMI, en fait, tout n'est pas figé. Et au moment où on se réunit avec le consortium d'industriels qui a écrit l'appel à projet, qui a participé, il me semble, à l'étude des candidatures et à la sélection du consortium gagnant de la phase 1, il y a une nouvelle étape de discussion parce que nous, en l'occurrence, dans notre cas de figure, ils nous ont dit ok, tel partenaire que vous avez mis, honnêtement, on voit pas ce qu'il va apporter, donc ça nous intéresse vraiment pas. Par contre, vous avez personne qui a plusieurs années d'expérience de réseau de neurones profonds sur les petites molécules en drug discovery. Donc, il faut que vous en trouviez. Et donc, il y a 2 laboratoires en Europe qui savent faire ça. Un à Linz et un à Leuven. Donc, vous choisissez eux ou eux. C'est vous qui voyez. Donc, c'était une phase où il a fallu remanier le consortium et donc contacter des gens en leur disant désolé, vous faites partie d'un consortium gagnant de la phase 1, mais en fait, on va vous demander de ne pas participer à la suite. Est-ce que vous le comprenez, etc., etc. Donc, voilà, ça peut être un petit peu délicat aussi de mener tout ça, mais c'est très très central pour avoir un consortium sain et qui va bien fonctionner pour les 3 à 4 ans qui suivent. Ok. Je me retourne donc, Eric, vous êtes allé sur le net. Je pense que Pierre, lui, nous a parlé d'amis, de réseaux scientifiques. Actuellement, comment ça se passe du coup à l'échelle européenne? Ça veut dire quoi un consortium au niveau de la recherche? Vous me dites que vous avez commencé en amont quand même. Enfin, il y avait beaucoup de travail qui a été fait en amont. Et maintenant, ça se passe comment avec ce consortium? Est-ce que c'est une usine à gaz très compliquée ou est-ce que les échanges ont été simplifiés puisque vous faites partie tous du même projet? Mais on se connaît tous, on travaille ensemble depuis longtemps. Enfin, j'ai quelque part dans mon consortium un noyau dur de personnes avec qui je travaille depuis longtemps, que je connais très bien, et on a construit le consortium ensemble. C'est une vraie œuvre collective, je dirais, quelque part. Donc ça facilite quand même beaucoup les choses. Encore une fois, on partage tous l'objectif. Je crois qu'on est tous profondément convaincus que ce qu'on fait va être utile, quelque part. Et on est tous profondément convaincus que c'est ce qu'il faut faire. On est tous profondément convaincus que c'est un sacré challenge qu'on s'est mis sur le dos, parce que ça ne va pas être facile. Mais ça, je dirais que je ne sais pas s'il faut dire que ça décuple nos forces, mais ça nous donne beaucoup d'envie. Donc ça facilite beaucoup les choses quand on est tous centrés sur le même objectif quand même. Ça, je pense que c'est un élément qui joue. Donc dans le contenu, nous on fait des réunions de consortium uniquement avec les membres du consortium une fois par mois. Et puis on échange par mail bien sûr entre les deux. Pas forcément des réunions très très longues. Et puis on essaie de s'exposer les problèmes très franchement. Et non, je pas trop de difficultés. Alors bien sûr, on va voir au fur et à mesure. Nous, on est au début du projet. Le projet a été obtenu en fin d'année dernière, mais ouvert au 1er avril, donc c'est quand même le tout début. C'est le démarrage. Donc, on s'attend. D'ailleurs, les projets européens demandent de le prévoir et de prévoir les solutions, à avoir des problèmes en cours de route. Et donc, en fonction des problèmes qu'on aura, on va essayer de s'adapter. Mais dans la mesure où il y a un très bon esprit, que pour beaucoup on se connaît depuis longtemps et qu'on a la même envie, je ne pense pas qu'on aura de gros problèmes. Ok. Joël également voudrait rebondir. Oui, alors pour rebondir sur le commentaire de Pierre, effectivement, un bon consortium, c'est un consortium de personnes qui ont envie de travailler ensemble. Donc dans notre cas, nous, on voulait développer un nouveau dispositif médical dédié à la réparation des tissus osseux. Donc, nous, on était partis de la problématique scientifique, c'est-à-dire voir comment
le tissu était constitué d'un point de vue physiologique, d'un point de vue biologique. Et puis on est allé chercher les compétences chez des personnes au niveau européen qui ont l'expertise dans le domaine, des gens que l'on connaissait, donc qui permettent effectivement d'avoir des échanges, j'allais dire, de manière plus facile, et puis aussi d'essayer de mettre à l'interface entre ces différents laboratoires ou ces industriels des étudiants qui vont être formés par ces laboratoires et qui font là aussi l'interface entre les laboratoires et qui permettent d'alimenter la discussion et d'animer les discussions des programmes européens que l'on a de manière très régulière aussi tous les mois en fonction des différentes tâches des programmes. Mais je pense qu'effectivement, travailler avec les gens avec qui on a envie de travailler est un succès important pour assurer le succès d'un programme européen. Ça, c'est certain. Que ce soit au niveau européen ou au niveau national ou au niveau international d'ailleurs. Mais je pense que c'est quand même un atout important de garder ça en esprit, de vouloir travailler ensemble dans une même optique à l'échelle européenne et lever des verrous technologiques du domaine ensemble dans ce domaine en tout cas. Alors avant le prochain chat, j'avais juste une dernière question à vous poser. Est-ce que y a des bénéfices particuliers des programmes européens par rapport aux autres formes de financement? Est-ce que vous voyez est-ce que vous avez oui, moi je vois des bénéfices pour, effectivement d'abord c'est répondre à une problématique ensemble, ça c'est certain, mais je l'ai souligné tout à l'heure là, je pense que pour la formation d'étudiants, la formation de doctorants, la formation de jeunes chercheurs, je trouve que c'est un bénéfice important pour qu'un étudiant aille visiter le laboratoire en Allemagne, en Irlande ou ailleurs, et puisse se former à cette réglementation européenne, à cette formation européenne. Et je pense que ça, c'est un véritable bénéfice pour nos jeunes chercheurs que nous devons former au niveau national et au niveau européen. Peut-être un élément aussi sur le côté très pragmatique, je dirais, de la recherche globale. C'est-à-dire qu'on a un objectif très clair et on doit y aller avec tous les moyens qu'il faut. Ça veut dire que s'il faut travailler avec une entreprise, s'il faut travailler avec des académiques, s'il faut travailler avec des patients, tout est possible, tout est envisageable. Et ce qui compte, c'est l'objectif. C'est pas oui, mais attention, n'employez pas de CDD ou n'employez pas je ne sais pas quoi. Et ce qui compte, c'est l'objectif. Et ça, je pense que c'est quand même une grosse valeur. On a parfois quelques financements qui sont super, qui sont sur les bons objectifs, mais qui sont tellement contraignants qu'on a besoin un peu d'argent souple qu'on n'a pas toujours dans nos appels d'offres quand même. Et ça, je pense que je ne dis pas que l'argent européen est extrêmement souple, ce serait peut-être excessif. Mais il est destiné à un objectif et construit pour ça. Et ça, je pense que c'est une grande force. Oui, c'est l'objectif qui scelle l'ensemble, qui est le but de l'opération. D'accord. Ok. Alors, je me retourne vers Sophie pour le deuxième chat. Pardon, Didier, si je peux juste intervenir. Oui. C'est Sophie. Oui, vas-y. Par rapport aux témoignages qui viennent d'être faits sur les partenaires, je voulais juste revenir sur l'intervention de M. Boniface par rapport au programme IMI ou IACHI. Donc effectivement, les appels à projets sont à l'initiative des industriels, mais ce ne sont pas du tout eux qui évaluent les projets. C'est vraiment des experts indépendants. Et les industriels n'ont pas leur mot à dire dans le choix du consortium. Et le fait que par la suite on vous ait demandé de changer des partenaires, ça c'est, j'avais jamais entendu ça, et c'est vraiment propre au programme IMI ou IACHI. Dans les appels à projets du cluster santé, votre projet est évalué tel quel, ainsi que votre budget, et on ne vous demandera pas de changer. En fait, si votre projet est accepté pour financement, bon, vous aurez quelques questions de la Commission européenne, mais on ne vous demandera pas de changer de partenaire, etc. Donc c'est peut-être important de préciser ces deux choses. Merci Sophie. On y va pour le chat. Une première question peut-être en lien très rapide à répondre, je pense, c'est quand est-ce que les calls IACHI seront accessibles? Pour Sophie, j'imagine. Surprise. On ne sait pas, le partenariat n'est pas adopté, c'est toujours en discussion. Donc,
je pense que début 2022, il devrait être prêt, mais voilà, là, on n'a vraiment aucune indication. Ok, alors autre question, il y a pas mal de questions sur les appels. Est-ce qu'il existe des appels dans telle ou telle thématique? Par exemple, pour rebondir sur ce que dit Pierre, existe-t-il des appels qui visent des éléments de santé multidisciplinaires? Pour nous, par exemple, créer la fondation de connaissances état de l'art à plusieurs échelles, pharmaco-économique, sociale, institutionnelle, sur une problématique spécifique. Peut-être qu'il faut donner quelques exemples sur ce qu'est un projet multidisciplinaire, qu'est-ce qu'on entend par là. Voilà. Je ne sais pas si je dois répondre, parce que moi je ne connais pas, comme Sophie, l'ensemble des projets européens. Ce qui est sûr, c'est que les projets européens permettent de faire du multidisciplinaire. Notre projet est très multidisciplinaire, mais je pense que beaucoup de projets européens sont très multidisciplinaires, hein. Donc oui, il le permet. Après, c'est plus la question des hommes qu'autre chose. Si on a une bonne question et qu'on a bien travaillé les complémentarités et les compétences qu'on a dans notre groupe, je crois que rien n'est interdit à ce niveau-là, hein. Oui, je comprends. Les appels sont vraiment par nature très multidisciplinaires. Vous avez à la fois des compétences de biologie fondamentale, de santé numérique, d'intelligence artificielle, sciences humaines et sociales aussi, très important. Et puis ça dépend de l'appel, hein. Donc, il faut juste trouver l'appel qui correspond à votre thématique, mais dans tous les cas, c'est par nature multidisciplinaire. Si je peux me permettre, je pense qu'il est difficile de faire avancer la science en ce moment sans être multidisciplinaire, hein. Alors on enchaîne sur une autre question. Est-ce qu'il existe des programmes de financement en lien avec les thématiques prévention, santé, soins de support en oncologie et silver economy? Pour Sophie, j'imagine. Oui, j'ai réfléchi vite. C'est un peu dur là de dire comme ça. Il y a par exemple un appel sur le cancer dans le programme du cluster santé, mais qui s'intéresse plutôt aux soins palliatifs, soins de vie ou prise en charge des survivants. Donc je ne sais pas si ça peut intéresser, mais pour toutes ces questions en fait où vous cherchez un appel, est-ce qu'il correspond à votre thématique ou pas, je vous invite vraiment à contacter en fait le point de contact national santé. Il y a un espace dédié sur le site horizoneurope.gouv.fr et vraiment on peut faire des entretiens individuels avec vous, vous nous expliquez votre projet et on vous oriente vers l'appel le plus adapté, hein. C'est aussi ça notre rôle. Bon. Donc pour toutes ces questions-là, est-ce qu'il existe un appel telle ou telle thématique, je vous invite à nous contacter. Oui. Pareil, c'est une question très très spécifique, donc peut-être qu'il faudra voir ça à part. Dans quel type de programme pourrait s'inscrire un travail de recherche sur des parcours de santé qui intègrent les interventions non médicamenteuses, pratiques complémentaires, avec des exemples, donc hypnose, acupuncture, phytothérapie, etc. Encore une fois, ça dépend de l'appel. Il y a par exemple un appel dans la destination 1 sur la santé mentale où on peut tester des interventions pharmacologiques et non pharmacologiques. Ensuite, il y a des appels dans la destination 4 sur les systèmes de santé. Donc ça dépend vraiment. Il faut regarder dans le détail les appels. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour un entretien personnalisé. Ok. Pour le programme Cluster Health, est-ce qu'il y a un outil pour rejoindre un consortium ou trouver des partenaires sur l'une des thématiques prioritaires? Alors ça, c'est une très bonne question. Donc il y a plusieurs choses qui sont faites. Alors évidemment, il y a souvent plus de candidats qui souhaitent être partenaires d'un projet que de candidats qui souhaitent être coordinateurs, parce que effectivement la tâche est un peu plus lourde, clairement. Et donc il y a quand même un certain secret qui entoure le montage de consortiums. C'est assez rare qu'un coordinateur publie une offre, une recherche d'expertise en disant je suis coordinateur et je recherche ça. La première chose, c'est vraiment le réseau, comme ça a été souligné par Monsieur Soubeyran. Vous travaillez déjà avec des gens et si vous souhaitez être partenaire d'un projet, il faut vraiment le faire savoir dans votre réseau direct. Contactez les collègues avec qui vous travaillez déjà, vous demandez est-ce que il va vous dire bah oui, j'ai un collègue en Allemagne, etc. Donc ça c'est vraiment
ça paraît trivial, mais c'est vraiment la chose qui marche le mieux de manière immédiate. Ensuite, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de se rendre visible, alors dont l'efficacité est plus ou moins grande, on va dire. Une fois que les appels sont publiés pour le cluster santé par la Commission européenne, sur la page de l'appel, vous avez un onglet qui s'appelle Partner Search et vous pouvez publier une recherche d'expertise et être contacté par des coordinateurs qui rechercheraient des expertises qui ne sont pas dans leur réseau direct, par exemple. Et il y a aussi, je vais en profiter du coup pour faire la publicité d'un événement. À chaque nouveau programme de travail, il y a un événement qu'on appelle le Brokerage Event, qui vous permet en fait de vous enregistrer sur la plateforme avec un profil participant pour décrire votre expertise et expliquer l'appel qui vous intéresse. Une fois que votre profil est validé, vous avez accès à l'ensemble des profils des autres personnes qui ont des expertises à proposer ou qui recherchent des expertises, et vous pouvez prendre des rendez-vous avec ces personnes-là. Donc habituellement, ces événements se faisaient en présentiel. Donc là, ça va être en ligne. Donc l'événement a été annoncé aujourd'hui. Donc les inscriptions ouvrent demain et il aura lieu le 5 juillet. Je ne sais pas après si par mail on pourra faire passer cette info aux participants. Mais donc voilà, il y a un événement de partenariat le 5 juillet, donc ça peut être très intéressant pour vous de participer et de rencontrer des potentiels partenaires sur un appel à projet précis qui vous intéresse. Ensuite, pour la recherche de PME, il y a aussi le réseau EEN, Enterprise Europe Network, qui est vraiment très bien organisé, qui est financé par la Commission européenne et qui permet déjà d'accompagner les PME dans leur démarche européenne, mais également de mettre en réseau. Si vous êtes un académique et que vous cherchez une compétence particulière en Europe, ils peuvent vous trouver ce type d'expertise grâce à leur réseau. Donc il y a vraiment plein d'outils, et pareil, n'hésitez pas à contacter les personnes en région ou le point de contact national qui pourront vous orienter vers ces outils, en sachant qu'il n'y a pas de recette miracle et qu'on a vu des exemples. Donc la recherche Google marche, c'est pas la première fois que j'entends ça. J'ai l'exemple d'une chercheuse qui a monté un consortium comme ça, qui recherchait des expertises très précises et qui a contacté les gens qu'elle ne connaissait pas. Et il y a d'autres personnes comme Monsieur Soubéran qui avaient déjà le réseau. Donc en fonction de votre situation, il y a plusieurs pistes possibles. Sophie ? Est-ce qu'on peut intégrer des partenaires en dehors de l'Union européenne ? Encore moi. Oui. Alors, la politique de la Commission européenne, c'est vraiment d'être ouvert à la coopération internationale. Et ensuite, il y a une différence entre être éligible à la participation et être éligible au financement. La Commission européenne ne va pas financer les pays du monde entier, évidemment. Donc, les pays qui seront financés, ça va être les pays de l'Union européenne et les pays qui sont associés, donc qui ont négocié en bilatéral avec la Commission, comme des pays comme à l'époque la Suisse, la Norvège, Israël, l'Islande, etc. Pour l'instant, on ne les connaît pas encore, les négociations sont en cours de finalisation pour Horizon Europe. Le Royaume-Uni devrait être associé. Et ensuite, il y a les autres pays comme le Canada, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, etc., qui ne seront pas financés par la Commission européenne, mais pour certains de ces pays, il va exister au niveau national des mécanismes de cofinancement. Chacun ses propres critères qui permettra aux équipes de ces pays-là d'obtenir un financement si le consortium est financé. Mais ça va principalement financer les pays de l'Union européenne et ses pays associés. Et par contre, c'est tout à fait ouvert aux pays tiers, donc autres que européens, mais qui devront apporter leur propre financement. Et les Américains sont éligibles au financement par la Commission européenne uniquement dans le cluster santé. C'est un cas particulier qui a été négocié car le NIH finance des chercheurs européens. Voilà, mais uniquement dans le cluster santé, pas pour les autres programmes. Merci. Autre question, est-ce qu'il faut forcément être très expérimenté pour coordonner un projet ou est-ce qu'un jeune chercheur, par exemple, peut coordonner un consortium ? C'est pas facile de répondre à cette question. C'est pas facile de répondre. Je pense que ce qui est l'essentiel, c'est quand même d'avoir les bonnes solutions pour répondre aux questions posées.
Si on a les bonnes solutions et qu'on est capable de lever le réseau avec enthousiasme, pourquoi pas. Après, peut-être que Sophie pourrait nous donner des statistiques en fonction du poids du coordonnateur et de l'expérience du coordonnateur sur la réussite d'un projet. Je sais pas. Je pense qu'il faut être très fédérateur. Oui. Voilà, il faut avoir au moins cette qualité de vouloir fédérer des compétences et des expertises et de réunir les gens autour d'une table pour une discussion. Voilà, je pense que après jeune chercheur, moi je pense qu'un jeune chercheur, s'il a envie de fédérer une communauté, oui, bien évidemment, mais je pense que c'est ça, c'est avant tout avoir envie d'aller vers l'avant et de fédérer une communauté pour répondre à une problématique. Je suis complètement d'accord. Ce qui est jugé, c'est le projet. Évidemment, l'expertise de chaque partenaire, mais vous n'avez pas besoin d'être un prix Nobel pour être coordinateur d'un projet collaboratif. C'est cette capacité à rassembler les expertises nécessaires. Alors évidemment, la capacité du participant est évaluée, donc il faut pouvoir démontrer cette expertise. Mais si vous êtes jeune, ça n'empêche pas. Hein. Donc c'est vraiment le projet dans son ensemble qui est jugé, l'idée, l'innovation, et est-ce que vous avez su réunir ce fameux consortium. Il y a une autre question qui vient d'apparaître. Le coordinateur est-il évalué sur la base de son CV? Peut-on perdre un projet à cause du profil coordinateur si les partenaires sont solides? Oui, moi je pense que Sophie peut répondre. Je ne sais pas, c'est pas évident comme question. Vous avez un avis? Moi je pense que, ça dépend, le CV du coordinateur, s'il est en accord avec la problématique posée et l'objectif du programme européen. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'on regarde les facteurs H et compagnie des CV, mais je suis pas sûre, c'est difficile de répondre à ça. Je pense dans la mesure où on est dans le topic, dans le programme et qu'on a l'expertise pour répondre à cette problématique, je pense que c'est ça qui est important. Et puis la qualité du projet scientifique, qu'est-ce qu'il y a dedans et qui va faire quoi dans ce projet scientifique? Est-ce qu'il y a l'expertise réunie? Je pense que c'est surtout ça qui est important. Je crois qu'il regarde plus le consortium. Moi. Oui, J'ai voilà, l'impression que c'est le consortium dans sa globalité, sa capacité à fonctionner ensemble, les compétences des différentes personnes, le coordinateur bien sûr et sa capacité à fédérer tout le monde, parce que je pense qu'il y a de ça aussi. Mais c'est pas très facile à lire dans un dossier, à mon avis. C'est pas très facile à lire dans un dossier, mais le coordinateur, il a quand même un sacré boulot de rédaction quand même. Il est heureusement pas tout seul, parce que tout seul, c'est même pas la peine d'y penser. Je pense en tant que coordinateur, on amène des compétences scientifiques, une façon de penser, une façon d'aborder la solution et de faire travailler les gens ensemble. Mais un projet européen, ça demande aussi d'autres compétences sur la façon de le présenter, sur la façon de le concevoir. Moi, c'était pas possible sans l'aide dont j'ai disposé de l'université globalement, beaucoup, parce que mon unité est gérée par l'université, qui était juste indispensable pour que ça puisse fonctionner. Et puis d'une société extérieure qui a été en l'occurrence financée par l'université pour m'aider. Il y a quand même une façon de parler, d'écrire qui est assez spécifique. Donc il ne suffit pas de la compétence. Il faut bien sûr, évidemment, la bonne idée et le bon consortium. Je crois que c'est les deux éléments de base sans quoi rien ne peut se passer. Mais il faut aussi d'autres compétences pour arriver à présenter le bébé de façon appétissante et convaincante. Et sans doute que la compétence du coordinateur est un de ces éléments, mais je ne pense pas que ce soit l'élément essentiel. Je pense que c'est un élément, quoi. Oui, si je peux rebondir, si le coordinateur a réussi à rassembler un consortium, c'est que l'ensemble des partenaires le trouvent légitime. Ça me paraît compliqué qu'un expert puisse juger que le coordinateur n'est pas compétent alors que tout le reste du consortium l'est. Donc souvent, il y a quand même un consensus pour que la personne désignée coordinateur le soit, en fait. Donc voilà, ça paraît assez logique. Et pour rebondir sur ce qu'il vient d'être dit, c'est vrai que l'accompagnement, c'est vraiment très important. Du moment que vous souhaitez monter un projet en coordination, il ne faut vraiment pas le faire tout seul, parce qu'en effet, vous avez l'idée scientifique, mais il y a tous les expertises autres à intégrer dans un projet européen. Et quelle que soit l'institution qui vous accompagne,
vraiment, rapprochez-vous des personnes de la cellule Europe, des gens qui s'occupent de ça. Il y a des dispositifs dans chacune des institutions qui vont permettre de vous aider. Pour les PME, il y a aussi le réseau, comme je disais, EEN, où il y a certaines aides de la BPI pour accéder à un cabinet de consulting, etc. Donc c'est vraiment, restez pas tout seul et faites-vous aider pour tous les aspects qui sont non scientifiques. Si on se réfère au rapport d'évaluation qu'on reçoit sur les propositions qu'on fait, moi, j'ai jamais vu en fait une remarque concernant le coordinateur. Bon, c'est vrai que la plupart du temps, c'est toujours le consortium dans sa globalité qui est évolué, et non pas le coordinateur lui-même. Ok, merci. Alors, j'ai juste une dernière question pour Sophie. C'est peut-être une question compliquée. Y a-t-il des thématiques prioritaires de santé dans les prochains appels et les prochains programmes? Prioritaire, c'est-à-dire pour qui? Prioritaire pour l'Europe. Tout ce qui est mis dans les appels est prioritaire. Et on a, là, je vous ai dit, la santé mentale, ça ressort beaucoup. C'était pas très traité dans la fin de H2020. On a plusieurs appels en 2021-2022 sur la santé mentale. Peut-être suite aussi à la crise que nous venons de traverser. Donc il y a ça qui est très important. Je vous ai dit, c'est pas vraiment la thématique, mais il y a aussi une thématique précise, mais l'accent qui est mis sur la prévention. Et donc il y a pas mal d'appels en fait qui vont demander de travailler aussi avec les agences réglementaires, les autorités locales ou nationales, pour être sûr que les résultats scientifiques qui vont être trouvés vont bien se traduire en politique de santé publique concrète. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est vraiment prioritaire pour la Commission. Assurer un dialogue avec les décideurs politiques pour être sûr que toutes les innovations qui vont être développées vont bien être traduites concrètement pour les patients et les citoyens. Merci. Alors, on va terminer cette conférence en faisant un tour de table sur un mot à retenir pour chacun d'entre vous, une phrase que vous inspire l'Europe. Donc on va commencer par Joël, par exemple. Alors si je termine par un message d'enthousiasme, je pense que c'est bien d'avoir cette aventure-là, parce qu'on rencontre des personnes de cultures différentes, de compétences différentes, et je trouve qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à travailler avec toutes ces personnes, et c'est très enrichissant à tout niveau, au niveau scientifique, au niveau personnel, de rencontrer ces membres de consortium qui appartiennent à des expertises et des complémentarités différentes. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant de travailler tous ensemble pour une problématique commune. Donc moi, je dis effectivement, il faut essayer de répondre et de partager cette aventure ensemble. C'était un long mot. C'était un long mot. Pierre? Je vais dans le même sens, force du collectif. C'est vraiment le fait d'être tous ensemble avec chacun des compétences. On est tous équivalents, hein, il n'y a pas de coordinateur, pas de coordinateur. On est tous équivalents, on apporte tous des compétences qui sont toutes indispensables. La force du collectif, c'est mon credo, moi, de toute façon, que c'est pas tout seul qu'il faut faire les choses, mais avec beaucoup d'autres personnes. L'Europe, ça l'exprime extrêmement bien. C'est difficile en un mot de le dire. Oui, Eric. Oui, je vais pas trouver le mot qui va bien. Je rejoins les autres intervenants. C'est vraiment des opportunités de participer à des aventures scientifiques et techniques d'une certaine ampleur, sur une certaine durée. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de programmes comparables. Donc, moi, je dirais de vraies opportunités. Et puis, je compléterai en disant que c'est avec une grande exigence, parce que ça reste assez difficile. Mais quand on a la chance de pouvoir y participer, c'est une très belle aventure. Mefta? Oui, donc enfin, c'est vrai que je partage aussi les mêmes idées, mais je dirais que aujourd'hui, étant donné que la compétition devient de plus en plus rude sur ces projets européens, réunir les compétences pour, je dirais, partager nos expériences et aller ensemble dans des projets de grande envergure, c'est le seul moyen, je dirais, de faire avancer
le taux de réussite des projets initiatives françaises sur les projets européens. Voilà. Donc et je pense que la région pourrait avoir un rôle important à jouer dans ce domaine. Merci. Sophie, un mot. Du coup, de mon côté, je vais dire préparation en amont et accompagnement. Vous avez vu, on l'a pas forcément trop évoqué, mais ça peut parfois être complexe. Donc c'est très important de vous faire accompagner. Il y a vraiment plein de dispositifs pour ça. Et préparation en amont, ça a été un peu évoqué. Les projets européens, ça se construit un peu sur le long terme. On ne va pas du jour au lendemain, il y a un appel qui sort et il faut répondre dans 3 mois. Vous consolider, construisez votre réseau, votre idée de projet. Et en fait, ça a été dit un peu tout à l'heure, opportunisme. Et si l'appel qui vous convient sort, vous êtes prêt. Évidemment, on peut faire l'inverse, mais c'est mieux quand même d'être préparé. Voilà. Merci. Bon, écoutez, moi, je voulais également remercier l'ensemble des internautes qui nous regardent et nos intervenants. Et remercier également toute l'équipe qui a travaillé sur l'organisation de cette conférence, c'est-à-dire ADI, l'Université de Bordeaux, Karine Jaunet à l'INSERM et la région Nouvelle-Aquitaine et bien évidemment la régie. Et je vous laisse la conclusion. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette session sur le volet santé des transitions sociétales. Maintenant, je vous invite de noter 2 dates et créneaux pour les prochaines programmations. Premièrement, le mardi 15 juin de 11h à 12h30 pour une session sur le Conseil européen de la recherche qui aura lieu sous forme de webinaire. Et deuxièmement, le 29 juin de 11h à 12h30 pour une session sous format classique portant sur la culture et les sciences humaines et sociales. Maintenant, je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une bonne fin de journée.